Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces émissions électorales. Vous le savez, d'ici quelques temps, on va voter et pour la région, c'est important. Notre ville a besoin de vous, a besoin de votre voix et nous avons donc décidé de vous proposer des interviews avec tous les partis démocratiques qui se présentent à la région de Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, c'est le FDF. J'ai devant moi deux invités de choc. Il y a Éric Both. Bonjour Éric. Et bonjour. Et également Manuel Debock. Bonjour. Bonjour, alors je vais vous demander en quelques mots de vous présenter aux auditrices et aux auditeurs. On va commencer avec Éric Deboth. Qui êtes-vous exactement ? Éric Both, donc, je suis échevin à la commune de Saint-Lambert, échevin de l'emploi, la vie associative, le sport et la jeunesse. Voilà, et Emmanuel Debock. Alors moi je suis Emmanuel Debock, j'ai 37 ans. Je suis conseiller communal à Uccle et député bruxellois au Parlement bruxellois. Alors vous vous présentez sur les listes du FDF, qui est la liste numéro 6, et vous avez respectivement pour Éric la 9e place et pour Manu la 7e. C'est bien ça. Alors on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet en parlant de notre région, la région de Bruxelles-Capitale. Vous le savez, la région fait face à certaines volontés flamandes de cogestion de Bruxelles par la Flandre et par la Wallonie. En tant que FDF, que pensez-vous de ça et que faudrait-il faire pour notre ville, pour notre région? Lequel de vous veut prendre la parole? Manu? Moi je veux bien. Mais oui, c'est le premier enjeu effectivement pour la région bruxelloise, c'est éviter la cogestion, ce que d'aucuns veulent au nord. Mais c'est aussi ce que, quelque part, la 6e réforme de l'État ouvre comme perspective, puisqu'il faut savoir que la 6e réforme de l'État ouvre un système, par exemple, d'allocations familiales qui vont être différentes selon les régions. Ouais. Et donc, il y a un véritable enjeu demain de sous-nationalité si les francophones et les flamands de Bruxelles ne s'entendent pas. Et nous plaidons, effectivement, pour avoir, par exemple, nous, un système le plus proche de celui des Wallons. N'acceptons pas, quelque part, qu'on ait régionalisé ces compétences. Et certains pays au nord souhaitent aller plus loin en avant et vers un confédéralisme larvé, voire même le séparatisme. Et cela ne nous intéresse pas. Nous ne souhaitons d'ailleurs pas que ce soit finalement le programme de la NVA fait par d'autres, parce qu'il faut savoir que la 6e réforme de l'État est quelque part le fruit du programme de la NVA qui a été fait par les partis traditionnels francophones et néerlandophones. On a scindé BHV et on n'y a rien gagné, ni pour les francophones, et quelque part, pas beaucoup pour les Flamands, parce que quand j'entends que les Flamands n'auront par exemple pas de représentants à la Chambre, je suis aussi inquiet par rapport à cette représentation. Alors pour jeter un pavé dans la mare, quid des compétences des communes par rapport à la compétence de la région? C'est vraiment une question un petit peu coup de poing comme ça. N'y a-t-il pas parfois double emploi entre les communes et la région? Non, je crois pas. Je crois que le FDF a toujours défendu les communes parce que je pense que c'est le premier relais avec le citoyen. Je crois que c'est indispensable de garder les 19 communes à Bruxelles. Ça fait partie du programme du FDF. Mais pourquoi ces 19 communes? Qu'est-ce qu'elles apportent? Ils apportent d'abord la proximité par rapport à son citoyen, par rapport à tout ce qui est en fait de l'intérêt de la communauté, par rapport aux voiries, par rapport au sport, par rapport à petit enseignement, par rapport aux crèches, etc. Donc c'est vraiment des compétences au niveau de la commune qui est les premières. Donc la fusion des communes est une très mauvaise chose, encore une fois voulue par la Flandre. Donc nous, on s'y oppose formellement. Je pense que c'est indispensable de garder son autonomie au niveau communal. Un exemple précis, on a fusionné les zones de police en les ramenant à 6. Aujourd'hui, la police coûte plus cher à Bruxelles qu'elle ne coûtait avant. Donc les partisans de la fusion aujourd'hui sont ceux qui souhaitent en réalité déjà co-gérer Bruxelles et finalement gommer les frontières territoriales. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parfois à la marge. Je pense par exemple à des erreurs historiques comme celle de la ville de Bruxelles qui s'étend finalement du nord au sud, où on peut effectivement, à mon sens, avec Uccle, avec XL, redécouper et avoir peut-être 19 ou 20 communes, peut-être rassembler des communes antinomique comme Saint-Josse, qui n'a peut-être plus de raison d'être avec 20 000 habitants et le regrouper avec Evere ou Schaerbeek. Mais manifestement, quand on gère des entités de 80-100 000 habitants, c'est le meilleur ratio. Bernard Clairfeuille l'a montré. Ça coûte beaucoup moins cher, par exemple, qu'Anvers, où il n'y a qu'un seul district. D'accord, alors si je résume, pour le FDF, on garde une région de Bruxelles-Capitale forte et entière, et on laisse les 19 communes à côté des compétences régionales. On passe maintenant à un autre sujet qui intéresse beaucoup les Bruxellois, celui de la mobilité. Selon vous, selon le FDF, que faudrait-il faire pour limiter le trafic rentrant dans Bruxelles, ou en tout cas l'améliorer, parce qu'il y a plein de personnes de l'Interland bruxellois qui habitent le Brabant wallon, le Brabant flamand, qui sont aussi bruxellois que nous, qui doivent rentrer dans la ville, mais c'est compliqué pour tout le monde, nous qui y vivons et ceux qui veulent y rentrer. Je pense que le FDF a toujours défendu la première chose à faire, c'est le RER qui n'est toujours pas en phase. Donc si nous avions... Que faire pour l'améliorer, pour l'accélérer, je pense qu'il faut l'accélérer, mais il faut aussi mettre des parkings à l'extérieur de la région bruxelloise. On ne peut plus accepter le nombre de voitures qui viennent de la Flandre et de la Wallonie. Quand vous arrivez le matin par Saint-Lambert ou par Uccle, vous pouvez voir que nos communes sont à saturation.
Et le réseau même intéressant que la STIP met en place ou de l'Aisne, ce ne sera pas assez pour désengorger Bruxelles. Alors donc, justement, absolument... par rapport à la STIP, il faut quand même, à mon avis, améliorer le système de la STIP, même s'il n'est pas mal. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de voiture. J'ai choisi de me déplacer à Bruxelles grâce à la STIP, mais parfois, c'est vrai, le week-end, les jours fériés, les horaires sont un petit peu compliqués, surtout si on veut aller du côté de Uccle ou de certaines zones communes. D'autres communes, c'est un petit peu compliqué. Alors, selon vous, selon le FDF, que peut-on faire pour améliorer, au-delà de la mobilité en voiture à Bruxelles, les déplacements des citoyens ? Mais il y a une grande différence déjà par rapport aux autres partis actuellement au pouvoir, c'est que nous souhaitons le métro. Nous souhaitons l'extension du métro. À Uccle aussi. Nous sommes demandeurs depuis maintenant 25 ans et c'est vrai qu'on nous fait payer quelque part les erreurs historiques d'il y a 40 ans de l'avoir refusé. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce gouvernement s'acharne à vouloir faire du tram et du bus alors que le mode de déplacement alternatif crédible qui va raccourcir les déplacements du nord comme du sud, c'est le métro qui va 3 fois plus vite et qui déplace 3 fois plus de gens. C'est clair que ça va beaucoup plus vite et toutes les grandes capitales ont un métro qui couvre l'ensemble de la ville, mais est-ce qu'en termes de travaux et de coûts, c'est pas impayable pour la région ? Mais finalement, les études de la STIP montrent qu'aujourd'hui, le tram et le bus coûtent plus cher proportionnellement qu'un métro. La simple chose, c'est qu'il faut effectivement faire ces investissements. Ces investissements sont rentables parce qu'en fait, ils sont amortis sur 100 ans pour le métro, alors que le tram et les bus, ce sont des investissements courts de 20 à 25 ans. Et donc, manifestement, c'est parce qu'on ne veut pas s'attaquer à il y a un problème idéologique dans le gouvernement Olivier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Mais quand vous habitez Uccle, vous devez faire des trajets pour aller dans le centre qui durent entre 40 et 60 minutes. Vous avez les trams qui sont bloqués derrière les voitures qui sont bloquées derrière la tram. Et j'ajoute, il y a une chose fondamentale. Il faut arrêter que les gens quittent Bruxelles et viennent tous les matins travailler en voiture. Donc là, il y a un vrai problème aussi du gouvernement sortant, c'est qu'on n'a pas pu empêcher l'exode urbain, on n'a pas pu empêcher des Bruxellois de partir et de quitter la ville et d'aller s'établir ailleurs. Alors on va continuer sur la mobilité d'ici quelques instants, mais avant cela, une petite respiration musicale. On revient à ce débat sur les élections régionales à Bruxelles. Nous avons aujourd'hui le FDF à nos côtés, le FDF qui est la liste numéro 6 avec Eric Bott, 9e candidat sur la liste, et Manuel Debock, Manu Debock, comme on l'appelle généralement, 7e sur la liste. Alors messieurs, on parlait de mobilité il y a quelques minutes. Encore une petite question sur ce thème. Vous le savez, il y a une grosse polémique actuellement à Bruxelles concernant les déplacements par Uber, qui est ce système de covoiturage qui concurrence un petit peu les taxis. Alors c'est vrai que si je compare à certaines grandes villes, les taxis à Bruxelles sont relativement chers. Que peut faire la région à ce niveau-là ? Et vous, au niveau du FDF, que pensez-vous de ces alternatives, style Uber ou autres, donc des alternatives privées ? On met généralement dans les communes, enfin le FDF met dans ces communes où il gère, on a des parkings pour ce genre de covoiturage. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est encore un peu intimiste. Mais pour revenir sur le taxi, on parle beaucoup du taxi en journée. Moi, je voudrais aussi parler un tout petit peu du taxi en week-end pour les gens. Et la nuit, moi, je prends tout le temps le taxi la nuit. Voilà. Quand je sors, donc, il faut prendre le taxi. C'est mieux que la voiture, comme ça, il n'y a pas de danger. Je ne suis pas député, mais je sais qu'Emmanuel Debock, qui est le meilleur député du FDF, je le précise, après Didier Gauzoin. C'est beau, non, mais c'est vrai, mignon. Quelque part, il faut reconnaître quand même, dans nos propres troupes. On se bat pour le week-end pour que les taxis continuent à circuler avec un prix réduit pour les jeunes, parce que c'est quand même important. Mais j'ai cru entendre dans des débats avec certains CDH qui voudraient supprimer ce collecto. Donc pour nous, c'est indispensable que le collecto reste le week-end et la nuit pour que les jeunes continuent à rentrer d'une manière calme et surtout, et pour les parents aussi, parce que c'est quand même pour nous important. Donc nous, on se bat au FDF pour que le collecto reste, et je crois que les parkings peuvent aussi être mis en avant, mais je pense que c'est pas ça qui va augmenter le paysage au niveau du voiturage. Il n'y aura pas plus de voitures, parce qu'au contraire, je pense qu'on peut défendre les deux. Alors on va continuer sur l'emploi, autre sujet important pour les Bruxellois. Il y a énormément de chômeurs à Bruxelles, parfois des chômeurs sous-qualifiés. Acteris, c'est l'organisme bruxellois qui essaye de leur trouver un emploi. Que faudrait-il faire pour améliorer le fonctionnement d'Acteris et surtout sortir tous les chômeurs de la situation d'inemploi dans laquelle ils se trouvent ? Manu ? Alors il y a un grand problème avec Acteris. Allez sur le site d'Acteris et vous verrez par vous-même. Si vous avez envie d'un job étudiant, j'ai été voir ce matin, combien y a-t-il d'offres d'emploi de job étudiant à Acteris ? 6. Pas plus ? 6 offres d'emploi chez Acteris en ligne. Ça fait un peu maigre pour la région bruxelloise. Allez essayer de chercher un emploi. Vous aurez des milliers d'offres d'annonces et vous n'avez qu'un seul filtre, choix Belgique ou étranger. Les Bruxellois, ils attendent qu'on leur offre des offres d'emploi en ligne par commune, par quartier. Or, Acteris ne fait rien. Vous savez, Acteris, c'est 1000 personnes. 1000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, c'est 2 fois l'ensemble du personnel d'une commune comme Uccle.
c'est une administration colossale, mais qui ne trouve pas d'emploi, qui n'offre pas d'emploi aux Bruxellois. Donc il faut changer d'activité, il faut changer les méthodes d'approche. Aujourd'hui, la région bruxelloise, il y a de l'emploi à la région bruxelloise. On est passé de 650 000 emplois à 700 000 emplois. Ça fait 50 000 emplois qu'on a créés en 5 ans. Malheureusement, il n'y a pas plus de Bruxellois au travail aujourd'hui. On est passé de 80 000 demandeurs d'emploi à 120 000 demandeurs d'emploi. Donc si on formait mieux les jeunes, si on les formait aux emplois de la ville, on pourrait placer et on pourrait diminuer le chômage de moitié. Donc, concentrer l'emploi par commune, les former, oui. Oui, en tant qu'échevin de l'emploi, on a le même constat en fait. Donc il y a une maison actrice dans les 19 communes, donc c'est vrai, mais il y a à chaque fois un service de l'emploi communal qui existe. Donc quand j'ai eu la charge de reprendre l'emploi au Saint-Lambert, on a mis directement en place une personne qui s'occupe que de relations avec les entreprises de Saint-Lambert. Donc c'est une personne qui travaille à temps plein. On a 60 sociétés aujourd'hui qui sont de nouveau en relais. Et aujourd'hui, on a déjà trouvé 80 emplois uniquement en direct. Mais ça demande de l'énergie, des relations, des téléphones. Donc moi, un exemple, nous avons été voir Decathlon à Anvers, puisque Decathlon va arriver bientôt sur les Verts. Aujourd'hui, Decathlon dit que c'est le seul échevin de l'emploi qu'on a vu. On n'a pas vu le président de la région bruxelloise, on n'a pas vu l'échevin des Verts, on n'a vu personne. Donc nous, ce qu'on a voulu mettre, c'est directement en fait aujourd'hui une synergie avec l'UCEL, qui est quand même un des plus grands employeurs de Bruxelles. Ils sont venus chez nous à la semaine de l'emploi. C'était une originalité qu'on n'avait pas encore fait à Saint-Lambert. Donc, c'était 10 sociétés avec 80 CV qui étaient vraiment spécifiques pour des sociétés. Ça fonctionne super bien. Alors, aussi, ce qui me semble important, c'est que les jeunes créent leur entreprise, parce qu'évidemment, on a les emplois salariés. Mais que pouvez-vous proposer au niveau de la région et par rapport au FDF pour aider les jeunes à créer leur propre business ? Je pense que DJ Gozouin, c'est sa bataille depuis des années. C'est la formation d'abord des jeunes. Je pense qu'il faut d'abord former les jeunes, avoir vraiment la création de l'emploi. Il y en a encore beaucoup. On a eu la chance de faire un colloque avec lui la semaine passée sur le Saint-Lambert. Il nous expliquait qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme pour des métiers, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école. Prenons la police, il n'y a pas d'école de police à Bruxelles. Ça n'existe pas. D'accord. Donc, il faut aller à Namur. Il n'y en a pas. Donc, il y a des demandes. Donc, investir dans la formation autant pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Pour les qualifier, pour les non qualifiés. Donc, on a fait une bourse de l'emploi pour les universitaires, nous, de Saint-Luc. Je vous assure qu'il y avait 10 sociétés qui étaient là pour demander si on peut recruter. Donc, il y a encore moyen de faire de l'emploi, mais je pense que l'emploi de proximité pour recommencer à zéro. Alors, tout à l'heure, Manu parlait de garder les Bruxellois sur le territoire des 19 communes, donc de la région. Et donc, il faut aussi aider les personnes à trouver un logement durable. Je sais que la région propose pas mal d'aides à l'emploi. Souvent, c'est pour les personnes relativement défavorisées ou pour les très très jeunes. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je fais partie de la classe moyenne. Je ne suis plus un jeune gamin. Et donc, je suis en dehors de tous les critères d'aide au logement. Si je veux acheter avec mon salaire qui est celui d'une classe moyenne, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que les classes moyennes puissent rester à Bruxelles, investir et devenir propriétaire? Mais j'ai été le premier, avec Didier Gozouin, soutenu par Didier Gozouin et Bernard Clafailly, à proposer effectivement d'augmenter le pouvoir d'achat. Il ne faut pas faire de réformes fiscales coûteuses par rapport à cela. Il faut diminuer avant tout l'impôt sur le travail. Il faut donner un bonus fiscal à tous ceux et toutes celles qui se lèvent le matin pour aller travailler. Il faut faire en sorte que les gens puissent payer le surcoût quelque part de la ville parce que Bruxelles est cher. Oui. Et c'est ça le premier problème. Et donc, ce n'est pas une question de trouver ou de construire des nouveaux logements, c'est avant tout pouvoir permettre aux Bruxellois de se payer des logements qui sont malheureusement plus chers qu'ailleurs. Est-ce qu'il faut des aides pour les classes moyennes ou bien c'est simplement par une défiscalisation que les revenus seront plus grands? Alors, nous proposons notamment de supprimer l'impôt sur le travail, rien qu'au niveau des additionnels de l'IPP et... Ça, c'est un peu compliqué pour les auditeurs. Oui, peut-être, mais c'est 8% d'impôt de moins sur le travail. Et ça permet concrètement de faire face à l'augmentation du prix des logements. Par ailleurs, il y a toute une panoplie de mesures comme celle des prêts à taux réduit que nous proposons pour toutes les catégories sociales qui aujourd'hui ne trouvent pas auprès des banques de véritables aides. Aujourd'hui, les mécanismes du Fonds du logement ne prennent pas en considération les personnes qui travaillent et qui malheureusement gagnent un rien de plus que pour l'accès au logement social et qui donc ne sont pas aidées aujourd'hui ni par les banques ni par le secteur public. Donc il faut revoir tout le système et nous ne souhaitons pas la construction tous azimuts de logements. Il y a un problème dans le logement social. Je pense que Eric connaît bien ce problème. Mais on va continuer, si vous voulez bien. Juste sur le logement. Oui. Parce que très court alors. Très court. Les logements à Bruxelles, quand on parle des logements sociaux à Bruxelles, il y en a plus de 10 000 en fait qui sont vides. Donc en fait, la politique depuis des années, c'est de dire qu'on va en construire, on va construire. Il faut d'abord les remplir. Mais je pense d'abord qu'il faut d'abord rénover les nôtres. Il y en a assez à rénover. Et je pense que Didier Gozouin se bat aussi avec Emmanuel Deboc depuis de nombreuses années pour d'abord transformer ceux qui sont vides. Il y en a énormément qui sont vides. Alors, on va faire une petite respiration musicale. Je sens que vous avez encore plein de choses à dire sur le sujet. Ce sera juste après ceci.
Nous sommes de retour pour ces émissions spéciales élections. Vous le savez, on vote très très bientôt. Et pour la région de Bruxelles-Capitale, en particulier notre région, celle où nous habitons. Aujourd'hui, nous avons le FDF comme invité. C'est la liste numéro 6, avec Manuel Debock, numéro 7 sur la liste, et Eric Bott, 9e. C'est vrai que vos noms se ressemblent un petit peu, les gars. Pas facile pour un animateur radio. C'est pour ça qu'on peut voter pour les deux sur la même liste, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est l'avantage des listes. Non mais c'est important, puisqu'on peut voter pour plusieurs candidats sur la même liste. C'est vrai. Le 7 et le 9, c'est très bien. Voilà. Alors, tout à l'heure, avant la respiration musicale, on parlait du logement, et je crois que vous avez encore quelques petites choses à rajouter pour aider les Bruxellois à avoir un logement ici, dans notre région. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a toute la problématique des ménages seuls qui ne trouvent pas. Et donc, on a parlé sur les prêts à taux réduits. Dans le logement social, pour prendre un exemple, la moitié des logements sociaux de plus de 3 chambres sont sous-occupés parce qu'il y a eu le bail à durée indéterminée. Aujourd'hui, le bail à durée déterminée est une réalité. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre 20 à 25 ans avant d'attendre que les personnes quittent ce fameux logement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager les mutations, arriver à ce que les logements 3 chambres deviennent des logements 1 chambre, muter les gens et donner des logements sociaux à ceux qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, la réalité, c'est une injustice sociale. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, ont une allocation de 1 000 €, ont une maison pour 200, 250 € en logement social. Et finalement, quel est le message que vous laissez aux jeunes et aux autres personnes qui doivent travailler pour 1 300, 1 400 € et se loger pour 600, 700 € dans le privé? Ça ne va pas. Vous n'avez pas d'encouragement au travail. Il y a des effets pervers, des effets d'aubaine pour lesquels il faut lutter. Donc, encourager le travail. Alors, autre sujet important, la culture, le sport et les tourismes. Alors, à Bruxelles, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une ville qui compte pas mal d'événements culturels tels que la fête de la musique, le jazz marathon, le BSF, le festival du court-métrage, le BIF. Ces événements sont souvent organisés par des privés. C'est assez compliqué de les organiser, ces événements, en termes de coûts. Est-ce que la région peut les aider au niveau de ces gros événements, mais aussi peut-être au niveau des plus petits, au niveau des communes? Oui, donc la région aide beaucoup tout ce qui est musique, et surtout marathon, le couleur café, les 20 km. Enfin, il y a beaucoup d'événements à Bruxelles, mais il y a aussi beaucoup d'événements dans nos communes. Au Saint-Lambert est un exemple, où nous recevons des subsides de la COCOF pour les fêtes romanes. On a Emmanuel et moi un centre culturel qui fonctionne super bien, Odergame, enfin ou Saint-Pierre. Je pense que Bruxelles, justement, a cette matière de culture d'une manière extraordinaire. Je pense qu'on nous compare un peu à Paris, plus petit, mais nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir à Bruxelles, à quelques mètres de nos maisons, un centre culturel où on peut aller avec des prix encore très très réduits. Donc je pense que c'est important que la région nous tienne, mais c'est important aussi que les communes continuent à aider les petites associations, parce qu'il y a beaucoup de choses. Un petit exemple, nous faisons un jazz rallye à Saint-Lambert. On a commencé avec 6 cafés. Nous sommes à 31 cafés pour le mois d'octobre. Donc ça monte, on montre bien la progression. On fera l'année prochaine à Saint-Pierre avec ma collègue Caroline Personne. On fera dans les 2 communes un jazz rallye. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus en fait d'activités sur Bruxelles, mais de proximité aussi. Il y a des gros événements et des petits événements. Alors le sport, c'est également important. Il y a plein de choses qui se passent au niveau communal. Il y a des clubs de football qui ont pas mal de succès à Bruxelles, mais il y a aussi quelque chose qui fait pas mal polémique, c'est au niveau du plateau du Heysel, la construction du nouveau stade. Qu'est-ce qu'en pense le FDF et que peut-on faire pour favoriser le sport à Bruxelles? Qui veut prendre la parole? Moi, je vais juste donner la parole à Manu parce que je pense que c'est le premier député francophone qui s'est battu contre la discussion de ce stade. Donc il faut laisser à César ce qui est à César. Moi, je dirais juste un mot sur notre conférence qu'on fait au Parc Astrid, mais je pense que Manu est vraiment le député. On vous écoute. Très rapidement, on a reconstruit l'ancien stade du Heysel. On en a fait le magnifique stade Roi-Baudouin pour l'Euro 2000. Et moi, je ne peux pas comprendre que ceux qui nous ont permis d'avoir le stade Roi-Baudouin aujourd'hui sont ceux qui veulent le détruire et le déplacer à 1 kilomètre. Donc là, il y a véritablement une gabegie financière énorme. Et je suis effectivement le seul à avoir défendu une objectivation, le fait de pouvoir garder le stade Roi-Baudouin au stade. Donc c'est dépenser des millions comme ça pour rien, il faut 300 millions d'euros au moins qui vont être dépensés. Pire, il y a déjà des subsides qui sont octroyés à des ASBL qu'on crée comme ça, qui sont sortis de nulle part. Et donc moi je plaide en matière sportive comme en matière culturelle pour une objectivation des moyens, pour qu'on l'on publie l'ensemble des ASBL et des acteurs qui reçoivent des soutiens financiers de la part des élus politiques, parce que trop souvent malheureusement il y a aussi un effet de sous-localisme qui n'est pas juste pour l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par sous-localisme pour les auditeurs? La Cour des comptes a montré que les ASBL des ministres en place recevaient bien souvent, un peu plus que celles que l'argent qui est dépensé. Voilà. Donc moi je plaide pour une objectivation des moyens et qu'il n'y ait pas de clientélisme autour des événements sportifs et culturels. Alors, tourisme, sport, plateau du Heysel, vous vous doutez où je veux en venir. Il y a évidemment plein de choses au niveau du plateau du Heysel, notamment Mini-Europe. Que peut-on faire pour justement favoriser l'accès au tourisme et le développement de pôles touristiques forts en ville?
déjà maintenu le mini-Europe où il est. Parce qu'on parle souvent de la destruction du stade du Heysel, mais on oublie aussi qu'il y a un club d'athlétisme, qu'il y a un club, en fait. Justement, il y a énormément de choses, il y a du hockey. Donc je pense qu'il y a aussi une chose à réfléchir, c'est qu'on ne démolit pas comme ça un stade pour les reconstruire un stade en Flandre, d'abord qui va coûter énormément d'argent pour 4 matchs par an. Donc on est loin, en fait, de Paris où ils ont d'autres événements. On n'a pas de plan. D'ailleurs, ils n'ont jamais de plan. Alors, quelque part, c'est vrai que le tourisme avec Mini-Europe et le Heysel est important. Je pense que Didier Gauzoin avait mis en place, quand il était ministre du Tourisme, les chambres d'hôtes. C'est lui qui a réinventé à Bruxelles les chambres d'hôtes. Pas mal, ça. Oui, bien sûr, mais on oublie souvent, en fait, ce que le FDF a mis en place quand on était au pouvoir. Vous êtes là pour le rappeler, les gars. Non, mais justement, parce que on a eu la chance d'avoir des ministres depuis 1989 jusqu'en 95. Je pense qu'on a fait énormément de choses en très peu de temps, parce que d'abord, c'est nous qui avons mis aussi la région, nouvelle région, parce qu'elle n'existait pas. Et je pense qu'on oublie le travail de nos ministres, parce que Didier Gauzoin était ministre de la Culture, ministre des Sports et également ministre du Tourisme, comme Georges Désir était ministre de la Culture et ministre des Sports. Mais je pense qu'on a vraiment mis des choses en place. Malheureusement, on nous a enlevé un peu nos rêves après. Un dernier mot peut-être, Manu de Bock. Mais c'est sûr que le tourisme collaboratif, comme le tourisme social, je pense aux auberges de jeunesse aussi, il y a un véritable enjeu pour que Bruxelles reste une ville accueillante, mais pas seulement au sens de touristes qui viennent ici un week-end, il y a aussi tout l'aspect des étudiants, des Erasmus, des stagiaires en entreprise qui viennent faire un stage sur Bruxelles. Et c'est une problématique qui doit être rencontrée, et or aujourd'hui elle n'est pas prise en compte. Et je prends un exemple, on vient de voter une ordonnance à la région bruxelloise qui réorganise un petit peu le tourisme et l'hébergement touristique et qui malheureusement va détruire la moitié des acteurs qui font aujourd'hui de l'accueil de type Bed & Brussels. Voilà. Favoriser l'accueil, favoriser les infrastructures, en résumé, c'est ce que vous pensez? C'est manifestement ce que l'on pense et il faut effectivement avoir un soutien public à côté du secteur hôtelier et il faut prendre sa part et il faut se tourner pas seulement vers les Bruxellois mais aussi vers tous ceux et toutes celles qui viennent de Wallonie, de Flandre, visiter Bruxelles pour un jour ou 2 jours. Alors, on va se retrouver d'ici quelques minutes avec encore des sujets intéressants, pour ne pas dire passionnants ou polémiques, les vols au-dessus de Bruxelles et la sécurité en ville. Nous sommes de retour pour ces émissions spéciales élections avec aujourd'hui le FDF en invité. C'est la liste numéro 6 et la région de Bruxelles-Capitale. Il y a Manu de Bock numéro 7 sur la liste numéro 6 et Eric Bott numéro 9. Et vous rappeliez tout à l'heure, Eric, qu'il est possible de voter pour plusieurs candidats. Donc pourquoi pas pour vous deux si vous séduisez nos électeurs. On va parler maintenant d'un sujet relativement polémique qui embête pas mal, et c'est un euphémisme, les Bruxellois. Ça les fait même suer, et je suis poli, c'est les vols au-dessus de la ville. On a dispersé les vols, ils sont un petit peu partout et nulle part à la fois, ça fait pas mal de bruit et ça embête les gens. Que proposez-vous au niveau du FDF pour essayer d'arranger ça? Avant de proposer, je pense que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article dans l'IB, il expliquait ça très bien. Et en fait, on a changé le vol pour les ministres flamands qui habitent autour de Bruxelles. Quelque part, le survol de Bruxelles doit se faire en concertation avec les 19 bourgmestres de Bruxelles d'abord. Je pense que ça sert à rien de dire qu'à un moment donné, on supprime là et on met là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que et Oderghem, et Boisfort, et Ixelles, et Schaerbeek, et les deux Woluwe sont continuellement embêtés. Donc je pense qu'il faut d'abord diminuer Zaventem. Je pense qu'il faut mettre d'autres... Diminuer moins de vols, c'est ce que vous voulez dire, parce qu'en fait, il a Charleroi, mais il y a d'autres possibilités. Donc disperser les vols sur les différents aéroports qu'il y a en Belgique. Belgique. Le FDF avait proposé à un moment donné aussi de réactiver l'aéroport de Beerzee pour essayer aussi de mettre plus d'atterrissage. Sud Beauvechin, il y a des... Parce qu'Anvers, il y a aussi un aéroport, mais on en parle moins. Il y en a aussi un au Ostende. Donc quelque part, il y a moyen en fait en Belgique de dire... Parce qu'en fait, on dit toujours que Zaventem, c'est Bruxelles national, mais il ne reste plus que le nom. Alors, si je pouvais résumer d'un slogan, plutôt que de disperser les vols, disperser les avions sur les différents aéroports. Et surtout, sur les zones les moins densément peuplées. Et arrêter aussi le vol de nuit. Je pense que dans les villes européennes aujourd'hui, on arrête d'atterrir après 23 heures et on démarre pas avant 7 heures du matin. Donc ça, c'est le vœu du FDF, c'est qu'il y a arrêt à 23 heures et 7 heures du matin. Entre 23 et 7 heures, plus d'avions. Ok, alors un autre sujet qui intéresse les Bruxellois, c'est la sécurité. Alors parfois en ville, quand on sort le soir, le week-end, on peut dans certains quartiers ne pas se sentir en sécurité. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, mais au-delà du sentiment, il y a parfois une véritable insécurité. Que peut-on faire au niveau de la région pour essayer de faire en sorte qu'on soit bien et sécure dans notre ville ?
Ça dépend d'abord des communes. Hein. Toutes les communes ne sont pas mises. Il y a des zones de police qui sont moins en difficulté. On peut pas comparer non plus toutes les communes, mais je pense qu'il y a des communes, les communes FDF, je m'excuse de les mettre toujours en avant, ont pris directement en fait la proximité. Éducateurs de rue, mais des éducateurs de rue avec quand même un discours dans les quartiers pour qu'il y ait moins de problèmes. Il y a maintenant une police aussi qui commence à être plus francophone. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quel policier doit faire un examen alors qu'il y a 89% de francophones à Bruxelles. Je pense que la proximité aide, le relais, les assistants. Enfin, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour la police. Bon, mais c'est vrai qu'aussi, on a d'autres polices qui s'occupent d'autres choses. Mais je pense que l'insécurité à Bruxelles commence quand même doucement à disparaître. Mais bon, on n'est pas encore à zéro. 100%, non. Mais parce que c'est un travail de tous les jours. Enfin, je prends le bourgmestre chez nous, c'est M. Maguin, il continue tous les jours, à avoir des contacts avec la population, avec les polices de quartier. On a remis, en fait, c'est ça aussi, l'agent de quartier n'existe plus. Maintenant, ils réagissent. Le fameux agent de 112. Ben oui, mais c'est vrai. Je sais pas, Hugues, Manu, quelque chose à rajouter sur le sujet? Les gens, par exemple, nous, on a mis des caméras et il faut reconnaître, alors qu'on était peut-être un peu sceptique au début, il faut reconnaître que depuis qu'il y a des caméras, il y a un sentiment de sécurité. C'est très important, le sentiment de sécurité. Et aussi, on le voit traduit dans les chiffres. Deuxième chose, il faut mettre évidemment les policiers là où il y a des problèmes. Et pas seulement en journée, mais aussi en soirée. Or, le gros problème, c'est évidemment la nuit. Il y a peut-être moins de délinquance la nuit, mais elle est beaucoup plus prégnante et beaucoup plus insécurisante pour toutes celles et tous ceux qui sortent la nuit. Donc là, véritablement, il faut réajuster les moyens et enfin, il faut revoir la norme KUL qui est totalement défavorable à Bruxelles. Bruxelles a finalement quelque part refinancé les autres zones du pays et on n'a pas donné les vrais moyens alors que nous avons un rôle important de capital avec beaucoup de nafteurs, beaucoup de gens qui viennent vivre et travailler à Bruxelles et pour lesquels nous devons nous-mêmes financer finalement les efforts de police. Brigade canine, brigade cycliste, tout ça brigade. Donc ça existe, ça commence à voir le jour. La zone de Montgomery a une brigade cycliste de proximité. On a vraiment des brigades qui sont venues, la brigade canine. Donc c'est quelque chose qui amène un peu moins d'insécurité. Alors, Bruxelles est la capitale de l'Europe, c'est très important sur le plan justement de l'économie. Il y a plein de personnes qui viennent de différents pays pour travailler ici. Que pensez-vous de ce rôle de Bruxelles, capitale européenne? Est-ce qu'il faut préserver ça à tout prix? Parce qu'il y a des sceptiques qui pourraient dire « Oh, on s'en fout », mais c'est quand même important, me semble-t-il. Qu'en pense le FDF? Mais Bruxelles, capitale de l'Europe, c'est une chance, c'est aussi un défi. Et le plus grand défi, c'est évidemment d'intégrer l'ensemble des Européens, l'ensemble des gens qui viennent vivre et travailler à Bruxelles, pour que nous ne soyons pas en train de construire une capitale qui soit un petit peu d'apatride, voilà, où finalement les communautés se sentent à l'aise. Et il faut intégrer les Européens aux Bruxellois et il faut que les Bruxellois soient ouverts aux Européens. Et là, il y a véritablement un défi. Cela passe par l'enseignement, cela passe par la formation, mais cela passe aussi par le meilleur vivre ensemble. Il faut à tout prix faire en sorte qu'on ait une vraie mixité sociale. Parce que le plus gros enjeu de la ville et de ses habitants, c'est éviter la dualisation de la ville. Or, ces dernières années... D'un côté, les communes riches, de l'autre côté, les communes pauvres, les Européens dans un ghetto. Ceux qui n'en payent pas, ceux qui en payent trop. Voilà. Et au final, l'exode urbain. Or, c'est ce à quoi nous assistons. Il y a eu plus de 5000 entreprises. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour favoriser ce mélange? Je vous l'ai dit, ça passe par l'enseignement. Ouais. Peut-être que le modèle d'école européenne est quelque chose de bien, mais c'est peut-être aussi très bien de valoriser des écoles à Bruxelles où l'enseignement des langues, et pas seulement de la langue néerlandaise, de ce qu'on donne, mais les langues, soit à la pointe et que notre enseignement puisse être de qualité pour attirer effectivement l'ensemble des habitants et pour avoir finalement ce vivre ensemble au quotidien. Alors, le FDF prône d'ailleurs dès l'immersion, d'ailleurs 3 langues, pas 2 langues. Je pense que le dont l'anglais, évidemment. Bien entendu. Et puis, je pense que l'Europe aussi peut sauver aussi des nationalistes flamands qui disent toujours qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe. Mais je pense que tout le monde a besoin de l'Europe aujourd'hui. L'Europe est indispensable pour la génération qui nous suit. Aujourd'hui, sans l'Europe, qu'est-ce que va devenir notre génération? C'est vrai. Alors, on va terminer par un sujet beaucoup plus léger. On ne va pas parler de langue, mais de la musique, de la radio. Vous êtes aujourd'hui sur une radio indépendante. Il nous reste plus ou moins 30 secondes, donc très concis. Qu'est-ce que vous pensez des radios et de la place des radios indépendantes parmi toutes celles qui existent au niveau national? Indispensable. Voilà. Indispensable pour que les gens puissent avoir de l'expression, pour avoir en fait de la qualité, pour que les gens puissent s'exprimer. La preuve, c'est qu'on est invité aujourd'hui dans une radio, mais pas dans une radio privée.
Eh bien, merci à vous deux. On rappelle que vous êtes... merci. On va arrêter de se dire merci, sinon on va m'appeler Michel Drucker sur cette station et je m'en voudrais. C'était le FDF qui était notre invité aujourd'hui. C'est la liste numéro 6 avec 2 candidats, Manu Debock, numéro 7 sur la liste numéro 6 et Eric Bott, numéro 9 sur la liste numéro 6, celle du FDF. Si leur programme vous a séduit, eh bien juste pour terminer, un site internet peut-être où ils peuvent se renseigner. www.fdf.be. Mais vous avez aussi la chance d'avoir le futur président du FDF à ma droite. Monsieur le Président. Bientôt. Le meilleur échevin de la Non, mais c'est région vrai, parce que ça, c'est la nouvelle génération du FDF. Donc, en 10 secondes, je pense aussi qu'on a aussi toujours mis le FDF, un vieux parti. Mais aujourd'hui, on est une nouvelle génération qui est là, grâce à Emmanuel Bock, et beaucoup de jeunes des FDF qui sont sous les listes, que ce soit pour la liste au niveau de la région, au niveau de l'Europe et au niveau du fédéral. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles émissions spéciales élections.